ne sais pas, on s'est arrêté, je crois. Non, pas ici. On a vu ça. Oui, on a vu ça, madame. Ok, donc je vais descendre le slide suivant. Donc, on a vu ça pour les décharges partielles. Euh, Est-ce qu'on a vu ça? Je crois on s'est arrêté là. Oui ou non? On s'est arrêté là? Oui, madame, normalement. D'accord. Donc, on Vraiment, continue. oui. Qui c'est qui parle? Donc, ce qu'on va faire, une minute. Ok. Voilà. Donc, on a vu l'organigramme, bien sûr, qui vous permet de voir par rapport aux différentes étapes dans un laboratoire acheté. Madame, excusez-moi, votre son est très faible. C'est bon? Oui, madame, c'est bon. Ok, très bien. Donc, on va essayer de continuer. Donc, là, c'était l'organigramme, d'accord, qu'on a essayé de voir la dernière fois pour pouvoir déterminer les différents types d'essais à effectuer sur les équipements, d'accord, dans un laboratoire de haute tension, les étapes à suivre. Maintenant, on va voir, essayer de voir, parce que pourquoi je vous fais ça? Parce que tous les équipements qui sont utilisés en milieu acheté à haute tension, ils doivent passer par des laboratoires d'essai, d'accord, pour pouvoir les vérifier et bien sûr essayer d'appliquer sur ces équipements un certain nombre de contraintes telles que électriques, physiques, etc. Donc pour pouvoir essayer de voir l'efficacité du produit qui a été fabriqué, d'accord. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de... Attendez, il y en a qui arrivent en retard et là ça c'est... Ok. Donc maintenant on va essayer de voir comment faire une installation de laboratoire de haute tension. Pourquoi? Parce que même au milieu industriel, tous les fabricants d'équipements, ils doivent soit solliciter des laboratoires pour pouvoir effectuer des essais sur les produits qu'ils fabriquent, soit ils ont leur propre laboratoire sur le même site, d'accord, là où ils effectuent ces essais-là pour pouvoir tester leurs équipements. Donc, vous avez le laboratoire, il est conçu de telle manière d'avoir deux zones. Généralement, il est partagé en deux zones. La première zone, c'est la zone de manipulation. Donc, c'est la zone là où vous avez l'accès à l'application de la tension qui est assez élevée. Tout dépend de la nature de la tension, qu'elle soit une tension alternative, continue ou bien une tension de choc. On va voir la différence entre eux. D'accord. Donc, ouais, c'est la zone de manipulation, d'accord, là où le manipulateur ou bien l'opérateur il va agir pour bien sûr régler certains différents paramètres à appliquer et bien sûr observer son effet sur l'objet à tester, d'accord. Bien sûr, ces deux zones, la zone de travail, c'est la zone là où vous allez mettre votre objet d'essai. Par exemple, je vous donne un exemple, vous allez fabriquer des paratonnerres pour pouvoir protéger contre la foudre. Ces paratonnerres doivent passer par un laboratoire d'essai pour pouvoir, bien sûr, les tester. Est-ce que vraiment c'est de bons capteurs de la décharge de la foudre? D'accord. Donc, on fait des essais de simulation à l'intérieur d'un laboratoire, dans un laboratoire et on essaye de voir quelle est l'efficacité de ces produits-là. D'accord. Donc, vous avez les deux zones, celle de manipulation et celle de travail. Ces deux zones, généralement, ils sont séparés par un grillage. D'accord, qui comporte une porte dans l'ouverture, elle arrête la tension dans le circuit d'essai. Ça veut dire que l'objet d'essai ou bien la zone de travail, elle est à l'intérieur, d'accord, qui est entourée par ce qu'on appelle une cage de Faraday, d'accord. Et à cette cage de Faraday, son ouverture, la porte d'ouverture et de fermeture,
elle est censée placer de telle manière est-ce que dès que j'ouvre la porte, l'alimentation se coupe. D'accord. Et quand je mets sous tension, la porte, elle est fermée. Donc, cette même porte, elle peut contenir ce qu'on appelle des signaux lumineux ou bien sonores, c'est-à-dire soit un truc sonore que vous entendez, une alarme ou autre, ou bien c'est des signaux lumineux, c'est des lampes qui vont s'allumer ou bien des LED, etc., pour avertir la mise sous tension du circuit. Parce que pourquoi l'opérateur il est dans la zone de manipulation, il est censé accéder à la zone de travail après coupure de la tension d'alimentation. Parce qu'il faut savoir que c'est des tensions qui sont de l'ordre de kilovolts et c'est très dangereux. D'accord. D'ailleurs, pourquoi on met la cage de Faraday qui est elle-même mise à la terre pour pouvoir séparer et tout ce qui est, comment dirais-je, défaut ou autre, automatiquement, il va être acheminé vers la prise de terre. D'accord. Bien sûr, du circuit global, là où vous avez la zone de travail au niveau du laboratoire. Parce qu'il faut savoir que tous les essais achetés se font entre la phase et la terre. On va voir au fur et à mesure comment ça se passe. D'accord. Donc, vous avez les deux zones. Si je vais passer au schéma, voilà, un schéma de laboratoire haute tension. Là, ce que vous voyez généralement, c'est un type de schéma pour un laboratoire. D'accord. Donc, tout dépend de ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'il y a comme générateur, etc. Mais Madame, généralement, le excusez-moi. principe, oui, Madame, il y a des oui, gens qui viennent le club, mais ils ont accepté. ah, 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 attendez, il y en a qui, où est-ce qu'ils sont? Là, je vais présenter. Je vais, voilà. J'ai rien, quoi? Il n'y a rien. Ajouter, voilà, une question. On le met à dessus de l'eau, d'accord? Ok, madame, j'ai compris. Ça. Donc, ce que vous avez là, attendez pour pouvoir bien euh, voilà. Donc, vous avez les deux zones. Donc, regardez, au niveau des deux zones, là, ils sont bien spécifiés. D'accord. Donc, au niveau de la zone de manipulation, qu'est-ce que vous avez? Les pupitres de commande. D'accord. Donc, bien sûr, vous avez le disjoncteur d'alimentation. Vous avez la source là d'alimentation avec laquelle vous faites, qui porte bien sûr une manette avec laquelle vous utilisez pour pouvoir monter le niveau de tension. D'accord. Ce que vous voyez là, je ne sais pas si vous arrivez à voir ici. Vous voyez ici, entre les deux zones. Là, vous voyez là, ça c'est la porte qui sépare les deux zones, la zone de manipulation et la zone de travail. Et c'est cette porte-là qui va comporter, voilà, c'est cette zone-là, c'est cette porte-là qui doit comporter des signaux lumineux, lumineux ou sonores, d'accord. Parce que c'est à partir de cette porte qu'on peut accéder à la zone de travail. La zone de travail ici, c'est des zones de sécurité, donc elle peut comporter le transformateur de haute tension, d'accord. Elle peut comporter aussi ce qu'on appelle, on va voir après, il y a des diviseurs capacitifs et résistifs qu'on utilise lors de la mesure. Et bien sûr, l'objet d'essai, on peut dire que ça, c'est l'objet d'essai. L'objet d'essai, ça peut être, par exemple, une chaîne d'isolateurs que je veux tester en laboratoire pour voir l'efficacité des isolateurs. Est-ce que les isolateurs qui comportent des tensions jusqu'à un niveau, c'est-à-dire qui est demandé, d'accord. Attendez, voilà, là, oui. D'accord. Donc, je disais, d'accord, donc là, vous avez
Donc, vous avez les deux zones, d'accord? Donc, tout dépend de ce qu'on a comme objet d'essai. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant l'application de la tension, c'est-à-dire il y a une manière de manipuler dans un laboratoire. Donc, la norme, elle dit que, par exemple, quand j'augmente, par exemple, en cas de tension alternative, donc, qu'est-ce que je fais au niveau des pupitres de manipulation? Qu'est-ce que je fais quand j'augmente la tension? On ne peut pas augmenter la tension d'une manière brusque, c'est-à-dire rapide. D'accord? Généralement, la norme, elle exige 2 kV par seconde. Donc, je ne peux pas dépasser les 2 kV. Il faut aller jusqu'à atteindre le niveau que de demander. D'accord? Donc, aussi, quand vous manipulez, vous ne pouvez pas manipuler tout en ayant les pieds par terre. D'accord? Il y a des équipements de sécurité que vous devriez utiliser. Par exemple, le tabouret isolant ou bien un tapis isolant sur lequel l'opérateur va bien sûr se mettre debout pour pouvoir manipuler. D'accord? Et plus, pourtant, vous avez la cage de Faraday qui entoure tout le système, d'accord, pour éviter, bien sûr, euh, parce que pourquoi? Parce que vous êtes en haute tension. Donc, généralement, quand vous manipulez, il y a ce qu'on appelle des charges électriques qui peuvent créer un champ, d'accord? Et ce champ, il peut être nocif. Donc, si par exemple, vous avez fait l'essai, une fois, vous voulez arrêter les mesures, donc est-ce que vous coupez? Donc, si vous coupez, donc automatiquement, vous avez une indication que la tension elle a été coupée au niveau de la porte d'accès à la zone de travail. Et là, pour passer, vous avez ce qu'on appelle aussi des perches de mise à la terre que vous devriez mettre automatiquement sur laboratoire, le transformateur pour pouvoir décharger toutes les charges euh, d'espace ou bien superficielles qui restent sur l'équipement et qui peuvent causer des accidents d'électrocution pour les opérateurs. Donc, voilà, vous avez, voilà, regardez, voilà votre cage de Faraday, d'accord? Donc, comme on dit, si jamais un accident, donc c'est un défaut d'isolation qui survient à l'intérieur, la personne ainsi que, ou bien l'opérateur, que le matériel se trouve à l'intérieur, ils seront protégés. Parce que généralement, c'est quoi? Pour le grillage, c'est comme si vous avez un cylindre conducteur en équilibre, tel que le courant égale à zéro et E égale à zéro. Parce que le champ à l'intérieur d'un conducteur est nul. D'accord? Donc, s'il y a des charges qui sont injectées à l'intérieur, elles se répartissent à l'extérieur. D'accord? Donc, et c'est là l'intérêt d'utiliser la cage de Faraday. Donc, tout le système, donc c'est-à-dire la zone de travail, elle est à l'intérieur de la cage de Faraday. Et là, généralement, au niveau de tous les laboratoires qui utilisent les équipements achetés. Voilà, il y a ici, pardon, regardez, il y a ici une photo, regardez. Là, c'est un laboratoire. Là, c'est les transformateurs, regardez, achetés. Voilà son objet d'essai. Regardez, l'objet d'essai, il a deux électrodes circulaires, voilà, sphériques. Et là, regardez, il tient la perche. Quand il ouvre, c'est-à-dire une fois qu'il arrête, voilà le signal lumineux au niveau de la porte, d'accord, qui lui indique que la tension elle est coupée. Sinon, il n'accède pas à la zone de travail avant la coupure de l'aliment. Parce que des fois, quand on manipule, on risque d'oublier, d'accord? On est vraiment occupé par les essais, il y a pas mal d'idées qui nous passent par la tête, donc on risque d'oublier. Donc qu'est-ce que je fais? Donc il me faut des signalisations pour que je ne puisse pas oublier, surtout que là, on est exposé à un danger. D'accord? Donc regardez, et là, avec la perche, il est en train de décharger le transformateur, parce qu'il y a toujours des charges résiduelles qui restent à la surface du transfo. D'accord? Donc on doit les décharger vers la terre, parce que la perche elle-même, elle doit être reliée à la prise de terre. Ce que vous voyez ici sur le côté, voilà le pupitre de manipulation, d'accord, qui vous permet d'augmenter, bien sûr, la tension. OK? Donc ça, c'est à peu près un exemple de laboratoire de haute tension. Les équipements, qu'est-ce qu'ils contiennent exactement comme matériel pour pouvoir bien manipuler? Voilà, donc, normalement, il doit comporter automatiquement un transformateur d'isolement. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit la dernière fois, quand on travaille en HT, on ne peut pas, par exemple, si je reviens ici, regardez. Là, regardez, c'est un système d'électrodes. Donc, il est en train de générer des décharges et voir peut-être, je ne sais pas, il détermine le champ, bien la tension de décharge, etc. Donc, automatiquement, si je veux effectuer un essai là pour pouvoir mesurer la tension de génération d'une décharge entre les deux électrodes. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Regardez, la sphère qui est en haut, regardez, elle est reliée, je vois un câble qui est là.
donc à l'alimentation. Donc voilà, regardez le câble, donc au transfo. Et celle qui est en bas, elle est reliée à la prise de terre. Et là, regardez, je vois la tresse là de liaison, d'accord, à la terre. D'accord. Donc une électrode, elle est reliée à la HT et la deuxième électrode, automatiquement, elle est reliée à la prise de terre. Donc, qu'est-ce qu'il fait le transformateur d'isolement? Il va nous transformer parce que en HT, on ne peut pas travailler entre phase et phase, c'est dangereux. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais transformer mon système d'un système de phase neutre en un système phase terre automatiquement. Pourquoi? C'est le transformateur d'isolement qui fait ce travail. Donc, avec un rapport de transformation égal, parce que la tension d'entrée, elle est égale automatiquement à la tension de sortie. Si je suis, par exemple, en 400 volts, la sortie, elle est à 400 volts. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ce transformateur, il permet, grâce à l'isolation, parce qu'il a une isolation qui est galvanique, bien sûr, de transformer le système phase neutre vers un système, bien sûr, phase terre. D'accord? Donc, c'est ça le rôle du transformateur d'isolement. Ensuite, vous avez un transformateur de réglage. Le transformateur de réglage, et bien sûr, le rapport de transformation, il est bien sûr variable. Pourquoi? Parce que ça dépend. J'ai une entrée, parce que qu'est-ce que j'entre avec une tension qui est faible et je sors avec une tension qui est assez importante. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, c'est le rapport qui peut me permettre, bien sûr, d'avoir la tension appliquée réelle, d'accord, au niveau de l'objet d'essai. OK? Donc, un transformateur de haute tension, de rapport de transformation très élevé et constant. Ensuite, on peut avoir, par rapport à l'exemple ici, regardez, parce que voilà le schéma. Voilà, regardez, vous avez le réseau, donc vous passez par un transformateur d'isolement. Ensuite, regardez, la mise à la terre, elle est obligatoire. Ensuite, je passe par un transformateur de réglage, d'accord, qui va être relié vers le transformateur de haute tension. Et là, vous allez injecter la tension au niveau de l'objet d'essai. Voilà, regardez votre objet d'essai. L'entrée, elle est en haute tension et la sortie, elle est automatiquement reliée à la terre. D'accord? Et là, bien sûr, l'ensemble des fenêtres, des portes et des fenêtres existent à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que vous trouvez ici, vous avez trois interrupteurs. Un interrupteur d'alimentation que je dois fermer. Le deuxième interrupteur, c'est celui de la basse tension. Et le troisième, c'est celui de la haute tension. Donc, bien sûr, quand vous déclenchez euh, la tension, bien sûr, en fermant, bien sûr, ces interrupteurs pour pouvoir faire acheminer une tension au niveau de votre circuit. D'accord? Le premier, regardez pour la comment il est? Il est relié aux différentes ouvertures, les portes, fenêtres du laboratoire, etc. Bien sûr, pour indiquer l'absence ou la présence de tension. Si je ferme, ça veut dire que l'objet d'essai est sous tension. Si j'ouvre, ça veut dire il s'ouvre, ça veut dire que l'objet d'essai est hors tension. Donc ça veut dire que ma tension elle est coupée pour pouvoir accéder à changer des paramètres, par exemple au niveau de l'objet d'essai. Par exemple, j'ai deux électrodes pour changer la distance interélectrode. J'ai par exemple une chaîne d'isolateur. Par exemple, je vais rajouter par exemple une chaîne d'isolateur qui comporte 4 isolateurs. Je veux rajouter encore 5 isolateurs. Donc, je peux rajouter un autre capot, d'accord, avec une autre assiette d'isolateur pour pouvoir allonger la chaîne et la tester pour voir à peu près l'effet de la tension, etc. Ou bien la contrainte que je vais appliquer pour pouvoir trouver des solutions à des problèmes réels que je trouve sur les sites industriels. Maintenant, on peut utiliser aussi l'utilisation des réseaux HVDC, c'est High Voltage Direct Current. Ça veut dire que c'est des tensions continues. Donc, généralement, c'est des courants continus ultra haute tension qui sont utilisés généralement, soit au niveau des lignes qui ont des euh, longueurs assez importantes, donc supérieures à 1000 km, d'accord, par exemple, où l'on gagne sur les distances d'isolement entre les valeurs crêtes et efficaces. Ça veut dire là, on essaye d'éliminer aussi certaines contraintes pour pouvoir assurer un bon transport. Les longs câbles souterrains aussi, par exemple, soit c'est des câbles souterrains qui se trouvent dans les villes, soit c'est des câbles marins.
généralement pour les stations marines. D'accord? Donc, euh, là, c'est-à-dire, il y a des problèmes de transit de l'énergie réactive dans ce genre euh, de, de système de transport. Donc, vous pouvez avoir des fluctuations de la puissance, des variations de la fréquence et donc des perturbations du réseau. Surtout le souterrain, euh, c'est des câbles qui sont utilisés dans le mode souterrain qui sont destinés pour ça. Et là, vous pouvez avoir des réseaux voisinants qui peuvent causer des perturbations, fréquences ou autres. D'accord? Donc, on essaye au lieu de les utiliser en alternatif, on les utilise euh, en courant continu. Et généralement, actuellement, la Chine, elle utilise ces dernières années, elle a installé vraiment un réseau très, très, très important en courant continu à acheter. Donc, l'utilisation des convertisseurs statiques pour transformer l'énergie alternative en, pardon, en tension continue, pardon, parce que vu que généralement tout ce qui est euh, transport, on parle plus de transport encore alternatif. Donc, si je veux transformer en courant continu, l'utilisation, je vais avoir recours à des convertisseurs statiques pour pouvoir bien sûr avoir l'accès à cette tension continue au niveau de l'alimentation de ces lignes électriques. Donc voilà, on va essayer de voir ici les différents générateurs qui sont utilisés pour l'alimentation parce que regardez, donc moi je vais générer une énergie que je vais transporter à travers des lignes électriques. Bien sûr, l'élément de base, c'est à travers des transformateurs, d'accord, qui sont des machines statiques, pour pouvoir générer des tensions qui sont assez importantes. Mais dans des laboratoires, il me faut des sources, d'accord, pour pouvoir euh, alimenter avec des tensions pareilles, ok, et générer des tensions qui sont assez élevées pour pouvoir tester les équipements électriques. Donc, dans ce cadre-là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des générateurs, d'accord? Donc, ces générateurs, ils sont utilisés dans ce qu'on appelle les laboratoires de recherche scientifique parce que les problèmes qui se trouvent sur le terrain et sur les sites industriels, comment les traiter? Qu'est-ce qu'on fait? On prend les équipements dans des laboratoires d'essai et dans ces laboratoires de recherche, là où il y a des chercheurs qui travaillent dans le domaine, qui peuvent bien sûr tester ces équipements-là, d'accord, haute tension, donc il y a les laboratoires d'essai, d'accord, et bien sûr, vérifier leur efficacité avant leur utilisation sur le terrain. Donc, par exemple, vous avez les isolateurs, les câbles, les transformateurs, les appareillages de coupure, etc. Donc, tous ces équipements-là doivent être bien sûr testés dans ces laboratoires d'essai par ces chercheurs-là, d'accord, et bien sûr qui sont membres dans ce laboratoire et qui peuvent bien sûr détecter les problèmes en cas où, par exemple, il y a des problèmes de fabrication ou autre, d'accord, et donner les limites électriques, d'accord, c'est-à-dire à l'industriel auquel, par exemple, les contraintes que peut supporter l'équipement lui-même, d'accord, donc les tensions d'essai qui sont utilisées sont supérieures normalement à la tension de service de l'équipement testé. Ça veut dire si, par exemple, j'ai par exemple un transformateur de 400 kV, quand je le teste, je vais essayer d'appliquer une tension qui est assez, un peu plus élevée pour voir quelle est la limite, bien sûr, que peut supporter cet équipement. D'accord? Et là, bien sûr, on essaye de trouver la contrainte critique, d'accord, qui est électrique, critique, qui peut m'endommager le matériel. Comme ça, je fais attention pendant son utilisation et je ne dois pas dépasser ces valeurs-là. D'accord? Donc, on dit qu'il y a de nombreuses applications utilisant la haute tension, comme on avait parlé la dernière fois, les rayons X, effet courant, les générateurs d'ozone, les séparations électrostatiques, laser, etc. D'accord? Donc, d'après la norme, il y a trois types de tension conventionnelle. La tension continue et la tension alternative et la tension de choc. D'accord? Donc, si au niveau de la tension, généralement, la tension alternative, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des transformateurs élevateurs. Attention,
de tension à fréquence industrielle. Donc, tout dépend de la fréquence du pays, d'accord? Donc, on peut avoir soit des transformateurs simples, soit on peut avoir des transformateurs en cascade. Donc, on va voir c'est quoi les transformateurs en cascade et quel est le but de les utiliser. Donc, vous avez ce qu'on appelle les bobines de Ruhmkorff. On va voir qu'est-ce qu'il fait en coffre. Donc, pourquoi cette bobine-là. Vous avez des générateurs de haute tension alternative à circuit résonnant, automatiquement, qui sont, donc, c'est des circuits RLC qui sont, comment dirais-je, associés dans les générateurs, ok, donc pour pouvoir effectuer certains essais. Vous avez le transformateur de Tesla qui a été inventé par Tesla, d'accord, et dans ce sens-là, vous avez les différents types de générateurs de tension alternatifs, d'accord. Vous avez la source de tension généralement de choc. D'accord. Donc, par exemple, la tension de choc, c'est quoi une tension de choc? C'est une tension qui est générée par un choc électrique. Par exemple, par exemple, la foudre. Par exemple, un choc de manœuvre, le fait d'ouvrir et de fermer les circuits. Donc là, on parle de tension de manœuvre ou bien de tension de choc de manœuvre, tension de choc de foudre. D'accord. Tout ça reflète le choc électrique. D'accord. Et suivant le type de choc, vous avez des ondes qui sont générées, d'accord, de ces chocs-là, et qui ont bien sûr des caractéristiques différentes. D'accord. Par contre, du point de vue tension continue, la tension continue, ça veut dire, on sait que c'est à base de redresseurs statiques. Par exemple, vous avez le redressement simple de la tension alternative. Vous avez il y a des montages qui sont multiples aussi, qui sont utilisés. On va voir, il y a le circuit de la tour, le circuit de Schenkel, de Greinacher, on va voir généralement tout ça. Vous avez ces redresseurs statiques, vous avez des machines électrodynamiques telles que par exemple les machines tournantes à courant continu. Je parle de sources, d'accord. Les machines électrostatiques telles que par exemple les générateurs de Van de Graaff, etc. Tous ces sources-là, ils vont vous permettre de générer des tensions de type continu, d'accord. Donc là, vous voyez la diversité, on peut avoir différents types de sources, d'accord, alternatives, qui va soit dans l'alternative, soit dans le continu ou bien dans le choc, dans la tension de choc. On va essayer de voir ici, par exemple, vous avez sur la photo un transformateur ici, qui est le transformateur de distribution ou bien de puissance, ou bien un transformateur de puissance qui peut vous permettre d'avoir des tensions assez élevées. Donc, pour avoir ces tensions, il faut qu'il soit élevateur. D'accord. Voilà, donc on va commencer par les générateurs haute tension alternatifs, d'accord, à fréquence industrielle. Donc, généralement, ils sont spécialement conçus, ces transformateurs, et isolés pour la génération de haute tension. Donc, c'est des générateurs qui sont spécifiques, d'accord. Donc, même côté isolation, donc, afin de générer des tensions qui sont assez importantes. Et cette haute tension, elle est induite généralement dans les spires du secondaire, d'accord, de votre transformateur. OK. Donc, ces transformateurs-là, ils vont vous délivrer au secondaire une tension qui est assez élevée. Cette tension, généralement, elle est proportionnelle à la tension primaire qui est bien sûr qui est en phase avec celui-ci. C'est tout à fait normal. Donc, il a la capacité de transformer la basse tension du réseau en une tension qui est assez élevée, qui est de l'ordre, qui alimente une charge, n'importe quelle charge qui est différente, quelle que soit la nature de la charge. Et bien sûr, cette tension, elle est de l'ordre de 2 kV. Généralement, comment ils font? Comme au niveau ces transformateurs, c'est pas comme les transformateurs de transport et de distribution, c'est des transformateurs qui ont dans les enroulements généralement primaires et secondaires, ils sont séparés par une isolation qui est galvanique, d'accord, à haute tension, et qui peut, dans l'objectif, il devait se procurer une haute tension au détriment du courant, qui est généralement ce courant-là qui est de l'ordre de milliampères généralement, et même on peut y aller dans certains essais au laboratoire qu'on a effectué au niveau d'essais sur des équipements achetés.
il y a des cas où on trouve même c'est des courants qui sont de l'ordre de microampères. Donc ça veut dire le courant en HT il est vraiment faible. C'est pas comme en BT, le courant il est de l'ordre d'ampères, etc. D'accord. Donc ça veut dire donc élever la tension au détriment du courant. Donc ça veut dire pour baisser bien sûr le courant. Donc c'est pour garantir un bon fonctionnement. Donc l'isolation, comme je viens de dire, qui est de type galvanique, doit satisfaire les conditions suivantes. Donc les conditions électriques, chimiques, mécaniques et thermiques, bien sûr. D'accord. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit la dernière fois, tout est basé sur l'isolation achetée. D'accord. Parce que généralement, l'isolation, elle est importante. Pourquoi? Parce que les chutes de tension entre les spires du secondaire, du transformateur, elle peut atteindre plusieurs dizaines de kilowatts. D'accord. Donc, il faut que ce soit une isolation galvanique et bien sûr s'assurer que l'isolation elle est de bonne qualité. D'accord. Donc, c'est des transfos qui sont destinés pour les laboratoires d'essai. D'accord. Donc, les conditions, doivent avoir une très bonne isolation. D'accord. Parce qu'ils sont appelés généralement à supporter de nombreux claquages bien sûr, qui surviennent lors des tests. Quand on fait les tests, donc il y a plusieurs claquages, donc ils doivent les supporter. Donc, généralement, ils doivent posséder une borne de l'enroulement qui est reliée à la Terre, comme je vous ai dit, donc, parce que l'essai se fait entre phase et Terre. Et normalement, comme on est en alternatif, la forme de la tension achetée qui est délivrée par ce type de transformateur doit généralement, euh, et elle peut être différente, d'accord, généralement différente de la forme sinusoïdale, d'accord. Donc tout dépend de ce qu'on a au niveau euh, comme système comme transformateur d'alimentation alternative. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des perturbations, il y a toujours donc généralement on ne peut pas trouver une sinusoïde qui est parfaite. Voilà, regardez. Par exemple, là, vous avez un exemple de transformateur de test. Regardez l'ampleur du transformateur, il est assez important. Et c'est un transformateur de 1200 kV. D'accord. Donc, quand même, il est assez important. D'accord. Et là, ils ont des spécificités. Ce n'est pas comme les transformateurs qu'on a l'habitude de voir pour le transport ou bien pour la distribution. On va essayer de voir. Donc, généralement, ce qui diffère ici, c'est que ces transformateurs, qu'est-ce qu'ils ont? L'isolation, par exemple, parce qu'on sait tous qu'au niveau d'un transformateur, vous avez des bobinages. D'accord. Donc, donc, les bobinages, ils sont à base de spire. D'accord. Donc, généralement, pour avoir un bon transformateur, donc l'isolation de deux spires successives d'un transformateur haute tension ne présente généralement pas de difficulté. Pourquoi? Parce que les chutes de tension sont faibles d'une spire à l'autre. C'est-à-dire si j'ai une spire, à la suivante, je n'ai pas une chute de tension qui est assez importante. Par contre, l'isolation, elle doit être importante d'une couche du spire à la couche suivante. Parce que euh, entre les couches, la chute de tension, elle peut atteindre plusieurs dizaines de milliers de volts. Vous voyez, donc entre spire, donc elle est faible. Par contre, entre couches de spire, elle peut atteindre des valeurs qui sont importantes, plusieurs dizaines de milliers de volts. Donc, elle est de l'ordre de kilowatts. D'accord. Donc, généralement, ce que vous avez deux types de transformateurs de haute tension, comme vous le voyez sur ce schéma-là. D'accord. Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. D'accord, parce que je pensais que je suis en train de parler avec moi-même. D'accord. Donc, vous avez regardé deux types de transformateurs. Vous avez des transformateurs asymétriques. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous avez? Donc, vous avez le primaire et le secondaire. D'accord. Donc, le primaire, donc vous avez une borne à la haute tension, c'est-à-dire bien sûr le secondaire et l'autre à la terre. Ceux qui sont symétriques, non. Donc, vous avez un point milieu. La différence entre les deux, c'est ça. Et les deux, donc vous avez la mise à la haute tension,
à l'entrée et à la sortie. D'accord? Donc, et pourquoi? Parce que ici, donc, on veut avoir quand on veut avoir des tensions assez élevées, on va recourir à l'utilisation de ce qu'on appelle des transformateurs en cascade. Et ces transformateurs en cascade, ils vont nous permettre d'avoir des tensions assez élevées, c'est-à-dire si je veux doubler la tension, donc je suis obligé d'utiliser, au lieu d'utiliser un seul transformateur, je vais utiliser deux. Vu comme vous avez vu la forme ici, je vais revenir à cette forme-là, imaginez, vous avez ici un niveau de tension qui est donné par ce transformateur, donc j'ai envie de rajouter, par exemple celui-là c'est un transformateur de 300 kV, j'ai envie d'avoir 600 kV, j'ai besoin de 600, donc je vais doubler ça, donc ça devient, si je veux tripler, je vais avoir 3 fois le même transformateur, etc. Donc, qu'est-ce qu'ils ont pensé? Si par exemple je vais rajouter comme ça et les aligner, ça va provoquer un encombrement qui est énorme, d'accord, au niveau des laboratoires, et donc ça demande des surfaces très 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 importantes. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de les utiliser comme on les utilise en cascade, en étage, d'accord, pour pouvoir gagner en surface et bien sûr gagner en niveau de tension. Donc le coup, le transport et l'encombrement deviennent très gênants, d'accord, quand on veut doubler ou tripler la tension. Donc on préfère alors recourir aux transformateurs montés en cascade. Comme vous le voyez ici, voilà, regardez ici, voilà, au lieu d'avoir, voilà, regardez, vous voyez tout à l'heure ce que vous avez vu, au lieu d'avoir ça, j'ai comme ça. Vous avez un, deux, vous voyez comment ils sont l'un sur l'autre. Ok, donc c'est des transformateurs euh, en cascade. Et là, vous voyez à peu près, par exemple, ça c'est le premier. D'accord, donc je fais monter encore le deuxième. Donc il y a l'isolation là avec la chaîne d'isolateur pour le mettre à la terre. Donc le premier et le deuxième. D'accord, ça veut dire là j'ai 2 fois la tension et là j'ai 3 fois la tension. D'accord, donc je vais essayer d'augmenter les niveaux de tension, bien sûr, d'une façon assez intelligente. D'accord, donc je vais utiliser des transformateurs que je vais installer en cascade et comme ça, je vais gagner en tension et en surface. Et bien sûr, là, pourquoi j'utilise ce genre d'isolateur, de transformateur pour pouvoir avoir pour simuler les tensions qui se trouvent sur les sites industriels qui sont assez élevées. D'accord. N'oubliez pas, pour nous, par exemple, en Algérie, on a le maximum, c'est 400 kV. Mais si on part en Asie ou bien en Europe, ils ont vraiment dépassé les 15 000 c'est des tensions de kilovolts. Hein. Donc, c'est des tensions qui sont très, très élevées. D'accord. Donc, pour tester leurs équipements, ils sont obligés d'utiliser des transformateurs comme ça en cascade. Et là, regardez, si vous voyez la photo à côté, un laboratoire de haute tension, ça demande une surface assez importante avec une hauteur assez importante aussi. D'accord. Regardez, si j'attire votre attention ici, regardez, vous voyez les murs ici. Voilà, ils sont tous barricadés avec une cage de Faraday. Donc, bien sûr, la mise à la terre. Voilà, regardez, vous avez un banc d'essai qui est 2 électrodes sphériques. Regardez, l'une, elle est reliée à la HT et la seconde, regardez, elle est reliée, voilà le câble à la prise de terre. Donc, toujours se fait le test entre phase et terre. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui, madame. D'accord? Là, c'est pour avoir une idée. Demain, vous allez travailler sur le terrain, vous allez au moins avoir une idée sur comment faire les tests et qu'est-ce qui est utilisé comme source, d'accord? Et comment, bien sûr, tester les équipements qui sont, bien sûr, qui se trouvent sur le terrain, d'accord? Donc, voilà, on va commencer par les générateurs de haute tension ici, d'accord? Donc, ça nécessite un redressement automatiquement, comme vous le connaissez. Normalement, vous voyez ça en électronique de puissance. Donc, automatiquement, pour passer de l'alternative vers le continu, je passe par un redresseur, d'accord? Donc, voilà, là, ici, vous avez le cas d'un redresseur monophasé. Et donc, vous avez, pardon, le moyen le plus simple donc, pour obtenir une tension continue et le redressement monophasé. Voilà, donc à la sortie du transfo, j'utilise un Oui, redresseur madame.
qui est la diode, d'accord? Donc, vous savez tous que les redresseurs sont à base diode, d'accord? Donc, c'est une diode qui va vous permettre d'avoir une tension continue à la sortie. Et voilà, donc le signal de tension, il va présenter des ondulations dont le taux dépend de la constante du temps, d'accord? Donc, ça dépend du temps, de la tension appliquée. Et bien sûr, vous avez à la sortie un condensateur. Cette capacité, elle vous permet de lisser le signal. Donc, vous allez obtenir un signal qui est bien lissé à la sortie. Donc, voilà. Je vous présente, voilà, votre tension alternative. Et voilà la tension à la sortie après un redressement monophasé. D'accord? Donc, c'est un signal qui est simple. D'accord? Donc, à noter. Là, regardez, là, vous avez une seule diode. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette diode qui vous permet le redressement, elle contient une série de diodes conventionnelles afin de supporter parce que la tension totale. Parce qu'une seule diode, elle ne peut pas vous faire, c'est-à-dire vous assurer la conversion. Donc elle va exploser automatiquement. Pourquoi? Parce que la tension appliquée, c'est une tension qui est assez importante. Donc ça va demander, au lieu pour pouvoir supporter, d'accord, cette tension totale. Donc, qu'est-ce qu'on fait? euh, la partie redressement, on va insérer plusieurs diodes, d'accord, en série, d'accord, qui forment la totalité. On la considère comme une diode qui vous permet d'avoir le redressement monophasé, d'accord. Et donc, à la sortie, vous allez avoir, bien sûr, une tension qui est continue à la sortie. Est-ce que c'est clair? Donc, ceci fait que la chute au bord de la diode haute tension est égale à la somme des chutes de chacune des diodes. Donc, bien sûr, parce que c'est l'ensemble. OK? Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Oui, madame. On continue. Oui, madame. Vous avez ici le doubleur de tension. Le doubleur de tension ici, comme vous voyez, il a un nom bien spécifique. D'accord? Pourquoi? Parce que euh, c'est Schenkel, Monsieur Schenkel, qui a découvert bien sûr ce générateur qui vous permet d'avoir une tension double à la sortie. D'accord? Donc, pour pouvoir élever la tension continue, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai redressé pour avoir une tension continue. Ensuite, on continue aussi, j'ai envie d'avoir des tensions qui sont assez élevées. D'accord? Donc, d'où le schéma, ce qu'on appelle schéma de doubleur de Schenkel. Regardez, donc, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu d'utiliser une seule diode, vous avez l'utilisation de deux diodes. D'accord? Donc, le point ici est là et le point à la sortie ici. Là, vous avez la tension qui est appliquée, voilà US, et à la sortie, normalement, vous allez avoir deux fois. D'accord? Pourquoi? Parce que vous savez que la constante c'est UM en 1 plus sinus oméga T, d'accord? À un point donné, elle est parce que c'est une onde qui est sinusoïdale. Si je rajoute UM, vous rajoutez les deux du point ici et à la sortie. Donc, vous allez retrouver que votre tension, elle est deux fois à la sortie. Donc, pourquoi? C'est pour ça qu'on l'appelle le doubleur de Schenkel. Donc, parce que à la sortie, vous allez avoir une tension qui est deux fois la tension appliquée. Et parce qu'ils ont commencé à chercher le moyen d'augmenter la tension, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Schenkel, il a découvert comment doubler. Ensuite, à base de ça, ils ont commencé à travailler, bien sûr, et donc arriver à des tensions beaucoup plus élevées, donc à doubler, tripler, quadrupler ces tensions à la sortie de votre transformateur continu. D'accord? Donc, à ce niveau-là, bien sûr, le signal de la tension redressée par la diode, il est filtré bien sûr par le condensateur à la sortie. D'accord? C'est-à-dire tout ce qui est perturbation et tout est filtré par le condensateur. Donc, vous avez l'avantage d'avoir des tensions assez élevées à la sortie bien sûr, de votre générateur. Donc, on l'appelle le doubleur de Schenkel.
Ça veut dire que la tension aux bornes de D, ici, elle est égale à la somme, d'accord, de la tension continue V et de la tension alternative d'amplitude qui est à ce niveau-là et qui a pour valeur, ensuite on a pour valeur crête qui est la crête qui est là. La crête, c'est la tension max ici, c'est-à-dire au centre de l'onde, d'accord. Elle devient bien sûr deux fois la tension V qui est ici la tension à ce niveau-là, d'accord. Donc on va doubler la tension pour pouvoir arriver à avoir une tension qui est double, d'accord. On peut y aller encore plus loin, d'accord. Donc en redressant encore une fois par une troisième cellule, par exemple, si je rajoute, pardon, excusez-moi, au lieu d'avoir ces deux-là, donc je rajoute ici encore une troisième cellule, d'accord. Dans ce cadre-là, en la redressant par une troisième, on va on obtient une tension de V qui vient s'ajouter à la tension au bord de C, d'accord, au bord du condensateur, au bord de cette ici, d'accord. Et là, vous allez avoir à la sortie une tension qui est trois fois la tension de votre générateur. Donc, c'est-à-dire, elle va vous donner trois fois la tension appliquée. Voilà, donc, pardon, voilà, donc, et le principe de fonctionnement, comment ça se passe, c'est qu'il est basé sur la charge au cours d'une alternance négative de la tension US du condensateur C1 qui est là. Attendez, voilà, ici, voilà. C'est la charge du condensateur qui est celui-là. Ensuite, c'est lui qui va décharger à travers la diode, d'accord. Regardez, le retour, il se fait à travers celle-là, d'accord, pour avoir le double de la tension. D'accord. Donc, bien sûr, rien n'empêche de recommencer le process jusqu'à utiliser un multiple de tension, une fois la tension d'entrée. D'accord. Et c'est pour ça que vous avez l'avantage du redresseur doubleur de Schenkel corrige l'inconvénient du doubleur de la tour. Parce qu'il y avait la tour qui a proposé avant, mais la tour, son générateur, il y a des problèmes à son niveau. Donc, qu'est-ce qu'il a Schenkel? Il a pris le générateur de la tour et il a essayé bien sûr de le corriger de telle manière à avoir une tension correcte à l'extérieur qui reflète bien sûr la tension bien sûr comment dirais-je, pardon, pardon. Donc après, une fois avoir cette tension qui peut être doublée, donc on peut, comme je dis, on peut multiplier les cellules jusqu'à y arriver à la cascade, ce qu'on appelle, donc qu'est-ce qu'il a fait après le Schenkel, Greinacher, et après le redresseur de Schenkel, il a doublé et triplé les cellules jusqu'à arriver à un redresseur de type Schenkel. D'accord. Donc on l'appelle, donc l'ensemble, on l'appelle la cascade de Greinacher, qui est représentée à ce niveau-là. Voilà. Donc c'est cascade de Greinacher. Donc c'est un empilement ici de trois doubleurs de Schenkel. D'accord. Donc la sortie, elle est 2 fois N Vmax, donc la tension max, donc fois le nombre. Si je suis à 3 fois 2 fois N, 2 fois 3, donc c'est 6 fois la tension de sortie. Et là, on arrive à avoir la possibilité de sortir avec des tensions qui sont assez élevées. D'accord. Donc, ce que vous faites à ce niveau-là, donc c'est que la valeur de crête, elle va être euh, présenté au niveau du condensateur d'entrée qui est C1, puis au cours de ces alternances-là de ces cellules qu'on rajoute 1, 2, 3, etc., en multipliant par ce nombre d'étages, on peut à la sortie arriver, donc cette tension, elle va s'ajouter à la tension au niveau des bords des condensateurs qu'on ajoute au fur et à mesure C1, d'accord. Donc jusqu'à y arriver à atteindre, bien sûr, le nombre d'étages qu'il faut, ou bien le nombre de tensions à la sortie, 2 fois, 3 fois, 6 fois, etc. D'accord. Donc, ce que vous avez ici, toute une cascade, et c'est pour ça que vous voyez au niveau des laboratoires que c'est des générateurs qui toujours montent d'une façon longitudinale vers le haut et avoir plusieurs étages pour pouvoir délivrer et arriver à avoir les tensions qu'on veut
à la sortie pour pouvoir simuler les tensions qui se trouvent sur le site industriel, d'accord, suivant les réseaux d'alimentation, 400 kV, 600, 1100 kV, etc. Donc, à travers ces transformateurs qui sont fabriqués, bien sûr, par des constructeurs bien spécialisés dans le domaine et pouvoir avoir à la sortie des tensions assez élevées. D'accord? Est-ce que c'est clair jusque-là? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, madame, c'est clair. Oui, madame, c'est clair. Donc, on va y arriver au générateur d'onde de choc. Parce que là, il faut bien comprendre les choses. Par exemple, pour tester un paratonnerre, je ne peux pas le tester en alternatif. Je ne peux pas le tester en continu. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il fait? Il va recevoir ce qu'on appelle des tensions qui sont dues à un choc électrique. D'accord? Comme par exemple la décharge de la foudre. OK? Donc, un parafoudre aussi. Je ne peux pas, par exemple, le tester en tension alternative ou continue parce qu'il est censé protéger contre les surtensions. Et ces surtensions qui sont dues à soit des surtensions externes telles que la foudre, soit des surtensions internes qui sont dues aux manœuvres des équipements. D'accord? Donc, je suis obligée d'avoir une source de choc. Donc, c'est un générateur qui va me générer cette onde de choc qui est similaire par exemple, l'onde de choc de foudre pour pouvoir tester mes équipements. D'accord? Donc, c'est quoi une tension de choc? Généralement, c'est comme si vous envoyez une impulsion. C'est une impulsion. D'accord? Et d'une façon ou d'une autre, d'accord? Unidirectionnelle qui prend une seule direction. D'accord? Et elle peut être appliquée en un temps vraiment très, très rapide qui peut être de l'ordre de microsecondes. D'accord? Donc, dans ce cas-là, vous avez les générateurs de ces ondes de choc qui, euh, qui, sont, qui ont pour objectif de simuler généralement les surtensions des lignes comme l'onde de la foudre, par exemple, pour l'étude et la recherche. D'accord? Donc, pour aider ces scientifiques et ces chercheurs à participer en industrie, bien sûr, en faisant des recherches et de trouver des solutions à des problèmes réels. D'accord? Donc, réaliser des tests d'essai sur des appareillages haute tension destinés à fonctionner lors des surtensions, comme on vient de le voir, tels que les appareils de proton sur tension, donc, tels que les parafoudres, par exemple. D'accord? Tous ces systèmes-là ne peuvent être testés que à base d'une source de tension qui est le générateur d'onde de choc. Donc, je dois comprendre c'est quoi, quelle est l'onde de choc que je dois simuler et l'envoyer à l'équipement pour pouvoir le tester et trouver des solutions à ces problèmes-là. D'accord? Donc, pour cela, pardon, vous avez différents types d'ondes de choc. On va essayer d'expliquer une par une pour pouvoir voir comment elles se comportent et quel est l'intérêt de chacune. D'accord? Donc, avant d'oublier, je vais essayer euh, de faire, comment dirais-je, aujourd'hui, l'appel, d'accord, des étudiants pour faire les présents. Donc, j'ai Amarani. Amarani, est-ce que vous êtes là? Amarani, il est absent comme d'habitude. Azoun, 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 Beka, Beka, absent. Besnoussi, Besnoussi. D'accord, on va essayer de voir le premier. Regardez le choc normal. Donc si vous avez un choc, comment il se représente? D'accord? Donc, généralement, un choc, une équation d'une tension de choc, elle se répartit suivant cette formule-là. Donc, elle résulte de deux exponentielles. D'accord? Avec des paramètres qui sont, bien sûr, qui dépendent du temps. C'est toujours le temps qui rentre en jeu. C'est le temps d'application de cette onde de choc au niveau de, bien sûr,
sur les équipements ou autres, d'accord? Donc vous avez U0, c'est le facteur d'amplitude qui représente l'amplitude de la tension, d'accord? Et vous avez les deux temps, tels que le premier est considéré comme la constante de temps de queue. Je vais vous expliquer c'est quoi. Et TF, c'est la constante de temps de franc. Ce que ça veut dire, regardez, ça c'est cette figure, elle vous représente une onde de choc. Généralement, elle est comme ça. Elle a cette forme-là. Donc, c'est la somme de deux exponentielles, d'accord? Une montante, une qui descend. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous avez ici? Donc, vous avez ce qu'on appelle la valeur crête, qui est le maximum, elle est représentée ici par 1. D'accord? Donc, tout ce qui monte ici, c'est ce qu'on appelle la tension. Généralement, c'est le franc qui est là. D'accord? Tout ce qui descend ici, c'est la tension de queue. D'accord? C'est comme une onde. مدام Oui. راحت لي كونيكسيون دوكا هذا وين نعاود دخل شكون هذا؟ شكون؟ حداد عبد المالك. On continue. D'accord? Donc, tous les générateurs de choc, généralement, sont identifiés par cette équation-là. D'accord? Donc, ils dépendent de deux constantes, la tension, de temps, T1 et T2. Tel que T1, elle est de 1,67 T90 moins T90, ça veut dire à 90% de l'onde, quelle que soit la valeur. Donc, je prends les 90%, j'essaie de voir ici, elle est à combien. D'accord? T90 et et moins T10. Les 10, c'est 10%. Les 10%, voilà, là vous avez ici le 0,1. D'accord? Qui représente T10, c'est le 10%. D'accord? Donc, ils font la différence. Par contre, là, ici, au niveau de la queue, c'est celle qui représente le temps à 50% de l'onde. D'accord? Qui est représentée par 0,5 ici. D'accord? Ça, c'est l'équation globale. Bien sûr, là, cette équation a été déterminée par des équations empiriques, selon les tests au laboratoire qui ont été faits pour pouvoir générer cette onde de choc. D'accord? Donc, généralement, elle est comme ça. Ça, c'est la représentation globale. Donc, cette représentation globale, cette onde de choc, on va spécifier ces temps-là, T1 et T2, selon l'onde, la nature de l'onde. Si c'est une foudre, le temps, il est de combien? C'est une tension de manœuvre par rapport à l'ouverture et la fermeture des équipements, d'accord, pendant c'est-à-dire l'intervention. Donc, il y a des surtensions qui vont surgir. Donc, on va voir ces temps-là, comment ils sont, d'accord, pour générer cette tension-là. Et on va voir aussi, vous avez aussi celle de manœuvre, d'accord. Donc, qu'est-ce que vous avez ici? Par exemple, s'il s'agit d'une onde de foudre, d'accord. Regardez, le temps que vous avez, on le représente parce qu'il y a le temps T1 et T2. T1, il est de 1,2 microsecondes. Ça veut dire le temps de montée de franc, le temps de franc, il est de 1,2 microsecondes. Vous voyez la rapidité de l'onde, d'accord, de ce choc. Parce qu'un choc, il est représenté par un signal qui est une onde. Cette onde qui est générée par un générateur. Donc, en cas de foudre, cette onde, elle a un temps de montée et un temps de descente. D'accord? Et le maximum, c'est ce qu'on appelle le temps de crête, qui représente le maximum de la tension de cette onde-là. D'accord? Qui est représenté ici au niveau 1. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, si c'est une onde de foudre, le T1, il est de 1,2 microsecondes. Ça veut dire cette onde, pour qu'elle monte, c'est-à-dire pour qu'elle donne son maximum, elle prend un temps de 1,2 microsecondes. Pour descendre, c'est-à-dire quand elle commence à chuter, c'est-à-dire pour la disparaître, là, ça y est, le choc, il est déjà fait. Ensuite, il va carrément être c'est-à-dire il va disparaître. Donc, cette descente, elle se fait en 50 microsecondes. Donc, on dit que T1, donc c'est une onde de 1,2 50 microsecondes. Quand vous trouvez 1,2 50 microsecondes, ça veut dire que c'est une onde de choc. D'accord? Et là, comme on l'a généré au niveau de ce générateur, je dois fabriquer mon générateur avec, bien sûr, vous allez voir que c'est à base de pas mal d'équipements, résistance, capacité, etc., le générateur de choc, de telle manière à avoir cette onde à la sortie. Cette onde dans les temps qui sont identiques à ceux-là, qui est 1,2 microsecondes. Ça veut dire que si j'ai à la sortie cette onde-là, ça veut dire que le choc avec lequel je vais bombarder mes équipements
et voir leur comportement dans les laboratoires d'essai, c'est que je suis en train de tester un choc de foudre et voir quel est le comportement de cet équipement qui est installé à l'extérieur en cas où il reçoit un choc de foudre. D'accord? Et à base de ça, je peux trouver une solution pour éviter la tension de choc qui peut m'endommager cet équipement. Ça veut dire que je dois, quand je l'installe, comme par exemple vous installez même en BT un équipement de protection, et il est censé, par exemple, son courant, il est de, par exemple, 50 ampères. Est-ce que vous pouvez l'installer sur un point d'utilisation au niveau de votre installation, là où le courant il est de, par exemple, 100 ampères? Est-ce que vous pouvez le faire? Vous répondez. Non, madame, on ne peut pas. On ne peut pas. D'accord? Donc, qu'est-ce que je dois voir? Je dois essayer de tester le maximum de cette tension de choc qui peut me préserver l'équipement en bon état. Au-delà de cette valeur, si je l'applique, vous avez l'endommagement. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous allez avoir? Je vais avoir la valeur critique de la valeur de tension de choc. D'accord? Donc, qui peut m'endommager l'équipement. Ça veut dire quand je vais faire mes tests, je ne dois pas dépasser cette valeur-là. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Donc, qu'est-ce que je fais? Regarder. Le choc de foudre, c'est 1,2 microsecondes. Donc, la norme, donc, tout ça, c'est normalisé avec des tests, bien sûr, en laboratoire pour pouvoir déterminer tout ça. Donc, le temps conventionnel du franc, il est de généralement 1,5 plus ou moins pour un choc de foudre. 1,2 microsecondes. Donc, le temps conventionnel du franc, il est maximum 1,5 plus ou moins 0,36 microsecondes. Vous voyez? Donc, il teste jusqu'à y arriver à la valeur maximale. D'accord? Par contre, pour le deuxième, vous avez pour la queue, la descente, donc c'est 50 plus ou moins 10 microsecondes. Je ne dois pas dépasser ça. Avec une oscillation, bien sûr, de 5% au voisinage de la crête. Ça veut dire, c'est quoi? 10% entre 50 et 50% de la tension crête. Ça veut dire, ici, non, la tolérance, elle est de 10%. Je rajoute 10% de cette valeur maximum, pas plus. D'accord? Donc, c'est ça le choc de foudre. Donc, pour ce genre de choc, la norme a exigé une certaine limite bien dedans, qui est le temps conventionnel, au niveau du temps de montée du franc et le temps de descente de la queue. D'accord? Si je passe à un autre type, voilà, voilà. Donc, quand vous allez visualiser votre onde, elle est comme ça. Avec le delta U qui est toléré. Voilà. Vous avez ici la valeur max et là, vous avez le delta U. D'accord? Voilà votre T1. Vous voyez? Parce que là, pour tracer, qu'est-ce que je fais là? 0,1, tel 0,3, 30%, et je trace une droite. D'accord? L'intersection avec ça qui me donne les valeurs. Avec ça qui me donne le T1 et le T2. D'accord? Donc, il y a la valeur de l'onde. Donc, ce qui est en pointillé, donc c'est la tolérance, d'accord, par rapport à la norme. C'est les temps conventionnels qui sont tolérés par la norme. Donc, on ne peut pas dépasser ces valeurs-là. Par contre, vous avez le choc de tension impulsionnel. C'est-à-dire, c'est comme si une impulsion, d'accord? Donc, Haulik, c'est ce que vous avez vu là, avant, d'accord? Donc, il trace le T1 par rapport à O1. Donc, il y a 30, et c'est 30%. Attendez, j'espère que je ne me suis pas trompée ici. Et là, c'est 30, hein? T90 moins T30, hein? OK? C'était 30, c'est pas T. Ça, on corrige ici. OK? Donc, voilà.
Donc, vous avez les T1 et T2, donc il vous donne la définition, d'accord? Donc, on dit que la fonction UC de T, donc qui est l'onde ici, euh, de choc, correspond à une différence de deux exponentielles dont les constantes de temps sont différentes et conduisent à la forme d'une onde de choc. D'accord? Donc, ça veut dire, si je prends tout ça, on dit que cette onde, c'est une onde qui est normalisée. D'accord? Et là, bah, d'après, qu'est-ce qu'on fait? Suivant la fabrication du générateur, donc on va jouer sur les... Parce qu'il est, bah, généralement fabriqué à base de résistance, inductance et capacité. On va jouer sur ces paramètres-là pour pouvoir générer l'onde qu'on veut. Donc on peut... mais l'onde normalisée, elle est comme ça. Si par exemple j'ai une onde qui est différente, donc je vais jouer sur les valeurs. Et là, il y a des méthodes de calcul, d'accord, à travers ces paramètres RLC. Et là, vous allez régler de telle manière à avoir une onde qui est normalisée, qui est celle-là. D'accord? Et que vous pouvez la visualiser même au niveau bien sûr, de votre équipement de mesure lors des tests. Le deuxième type de choc, c'est le choc de manœuvre, comme on avait dit, soit à travers des générateurs de, comment dirais-je, soit à travers la manipulation, par exemple, de certains interrupteurs de manœuvre, de générateurs, de disjoncteurs, de sectionneurs. Donc, au cours de la manœuvre, c'est là où vous allez avoir, bien sûr, le problème euh, généralement, ce problème de surtension qui va surgir. Donc, l'onde de manœuvre, regardez, elle est différente. La surtension de manœuvre, elle est représentée par une onde dans les temps conventionnels, ils sont regardez, 250 sur 2500 microsecondes. Ça veut dire le temps de monter jusqu'à la crête, il est de 250 microsecondes et le temps de descente jusqu'à 50%, donc le temps de queue, il est de 2500 microsecondes. C'est là, et c'est encore plus lent parce que le choc de foudre, il est impulsif, d'accord? Il vient et il tape directement. Par contre, là, c'est le temps que prend l'opérateur pour pouvoir ouvrir l'équipement. D'accord? Donc, le temps de monter à la valeur de crête est appelé le temps de frein, comme on vient de dire. Voilà, pour monter jusqu'ici. D'accord? Et le temps de diminution, voilà, qui est le temps de queue. Donc, voilà, le rapport, c'est 250. Quand vous trouvez 250 2500 microsecondes, il faut savoir que le problème ici, c'est un choc de manœuvre et non pas un choc de foudre. Voilà, il vous donne aussi la norme, elle vous donne les limites. Donc, c'est 250 plus ou moins 50 microsecondes pour le temps de crête et 2500 plus ou moins 1500 microsecondes pour le temps de diminution. D'accord? Est-ce que c'est clair? OK? Voilà, ça c'est par rapport aux ondes de choc qui peuvent exister et les générateurs qui ont été fabriqués dans ce sens-là pour pouvoir générer ces ondes. C'est comme si on simule le cas réel sur site industriel. D'accord? Donc voilà, un schéma simplifié ici, voilà, un générateur d'onde de choc, d'accord, qui est là. Donc voilà, regardez, il est représenté par ces équipements-là. Donc vous avez un redresseur, une résistance ici pour, bien sûr, la résistance pour limiter. Le condensateur, donc c'est la charge du condensateur qui joue un très grand rôle ici, d'accord, au niveau de ces, généralement au niveau de ces générateurs. Donc c'est la charge, donc votre générateur, il va généralement se charger, d'accord, ensuite il va se décharger sur l'éclateur, d'accord, où il va bien sûr faire sortir le maximum bien sûr de la, comment dirais-je, de la charge de votre condensateur. D'accord? Donc, à la sortie, donc le minimum qui reste, il va passer par le diviseur capacitif qui est R1 et R2 et le condensateur C2 qui vous donne à la sortie, bien sûr, une tension qui est bien sûr lissée. D'accord? C'est ça l'avantage des générateurs d'ondes de choc. Donc, et bien sûr, l'utilisation des condensateurs à la sortie. Comme pour le continu, on va toujours lisser pour pouvoir trouver, bien sûr, bien sûr, des tensions de la forme qu'on veut, bien sûr, à la sortie. Voilà. Donc ici, si je passe ici, le principe de fonctionnement
Voilà, donc pour le générateur de cette onde de choc, voilà. Il est présenté par, regardez, l'onde ici, donc qui représente la charge et la décharge du condensateur, d'accord, donc voilà. Donc, quand il se charge ici, voilà, c'est dans l'onde de choc résultante, avec le temps de franc, qui vous permet d'avoir la tension de crête maximum et le temps de diminution, d'accord, pour pouvoir avoir le minimum demandé. Voilà. D'accord, donc comme vous le voyez, le condensateur C1 qu'on vient de voir et se charge, d'accord. La charge, elle se fait en quelques millisecondes pour les petits générateurs, généralement quelques jours à quelques secondes, d'accord. Par contre, pour les plus gros, bien sûr, auxquels à la sortie, on va avoir des tensions qui sont assez élevées, c'est euh, quelques centaines de kilojoules, d'accord. Ensuite, l'interrupteur, l'éclateur, il va jouer le rôle d'interrupteur, d'accord. Donc, il se ferme à travers la décharge de C1, d'accord. Et voilà, donc, à travers ici, il va se décharger, d'accord. Et là, là, il va induire, bien sûr, la charge de C2 qui est à la sortie. Voilà. Voilà, regardez, pardon, ici. Voilà. Quand on a plusieurs, généralement en cascade de grains matière, donc qu'est-ce que vous avez ici? Regardez, ce qu'on appelle le générateur de Marx. Donc, c'est-à-dire le même générateur, quand on double les tensions pour avoir des tensions assez élevées, on va les utiliser toujours en cascade, un étage, deux étages, trois étages. Si je compte ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est un générateur de... Donc, Marx, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le générateur d'onde de choc, il a essayé de doubler et tripler de telle manière à former le générateur de E Marx. D'accord? C'est parce que c'est Marx qui l'a inventé pour avoir des tensions plus élevées. D'accord? Et toujours, le principe est le même, c'est la charge et la décharge des condensateurs, voilà, si je vois ici, qui sont installés en série. D'accord? Donc, bien sûr, en négligeant les différentes pertes, etc. D'accord? Et la décharge, elle se fait toujours pour les condensateurs à la sortie qui sont là, d'accord, ici. Donc, bien sûr, à base de l'éclateur, voilà, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 5, voilà, pour charger le condensateur à la sortie ici. OK? Donc, on l'appelle dans ce cadre-là le générateur de Marx. OK? Donc, on peut l'avoir à plusieurs étages, comme on a vu tout à l'heure pour le générateur de Greinatière. Voilà. Est-ce que c'est clair? Donc, si je monte, je vais essayer de voir encore un certain, les autres générateurs. Donc, vous avez bien sûr des générateurs qui sont, euh, c'est-à-dire qui ont toujours dans le même but, c'est d'augmenter, d'accord? Donc, la multiplication de voltage, elle est directement ici liée au nombre d'étages, d'accord? Donc, c'est comme, si vous voyez, c'est comme on est en train de former un échafaudage, d'accord? C'est une sorte d'échelle où les condensateurs, c'est généralement, si on peut dire, c'est les barreaux et les résistances, bien sûr, c'est la charge qui les fait monter, d'accord. Donc la tension de sortie automatiquement, elle est multipliée par le nombre d'étages, d'accord. Et généralement, suivant le nombre de condensateurs, vous avez le nombre d'étages, donc il est à 5 étages. Et comment se fait? La charge, elle se fait comme ça. Vous voyez à peu près ici. Donc, la charge, elle se fait comme ça. Donc, dans ce sens, ce carré-là. Donc, c'est R ici, le condensateur ici, et les deux résistances ici qui sont en série. D'accord? C'est ça la charge. D'accord? Si je vais passer à la décharge, qu'est-ce que j'aurai fait la décharge? Vous avez ce condensateur, l'éclateur et cette résistance ici qui va intervenir. D'accord?
Et à la sortie, bien sûr, j'ai la résistance et la capacité qui sont en parallèle. D'accord? Donc, par l'intermédiaire des éclateurs, vous avez le couplage qui se fait à la suite de l'impulsion. D'accord? Qui est bien sûr donné par la décharge du condensateur. OK? C'est clair? On va passer au générateur haute tension alternatif ici. D'accord? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, pardon, du générateur de Tesla. C'est Tesla qui a inventé ce type de générateur. D'accord? Donc, qui fonctionne bien sûr en tension alternative. Donc, ça nécessite un transformateur, bien sûr. Donc, bien sûr, le transformateur, comme on vient de dire, ce n'est pas les transformateurs que vous avez l'habitude de voir pour le transport et la distribution. Donc, c'est des transformateurs qui sont différents. OK? Donc, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un transformateur, là, que vous voyez ici. D'accord? Toujours un condensateur. Donc, le principe est simple. C'est toujours par rapport au transformateur qui se charge. On va le charger. D'accord? Ensuite, se charge bien sûr à une fréquence industrielle, selon le type de réseau. À la tension, cette tension-là, qui est UHT, ok, d'accord, qui est bien sûr. Ensuite, la décharge, bien sûr, elle passe par une résistance, bien sûr, pour injecter cette tension-là au niveau de cet éclateur. Et là, il y a une turbine de soufflage d'arc, parce que là, entre les bandes de l'éclateur, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir une décharge qui va s'initier, parce qu'il va y avoir un arc électrique, d'accord, au niveau de ces deux électrodes. OK? Donc, après, qu'est-ce que je fais donc pour pouvoir donc cette la décharge qui est là, d'accord? Donc, à travers, elle est soufflée par cette turbine ici. Donc, elle passe, parce que regardez là, si je vois, j'ai un circuit oscillant, RLC, d'accord? Donc, par l'intermédiaire de cet éclateur, d'accord? Donc, il va se décharger dans le circuit oscillant, ok? Donc, R1, L1, C1, d'accord? Donc, la tension à la sortie, elle croît de façon oscillante parce que au niveau à la sortie, vous avez un autre circuit oscillant R2, L2, S2, C2, pardon, et elle est amortie par la fréquence, d'accord? Donc, jusqu'au soufflage, bien sûr dans l'éclateur, parce que le NAIA, jusqu'à par exemple, ce que toute la tension, il y a la décharge qui est là, elle va être déchargée à travers, bien sûr, l'éclateur. Donc ensuite, la tension à la sortie à travers le circuit oscillant, qui est US, bien sûr, elle décroît de façon oscillante amortie à la fréquence F2, qui est relative à ce circuit oscillant. D'accord? Donc, le temps de monter, c'est-à-dire le temps d'avoir une tension assez importante, jusqu'à l'extinction, bien sûr, de la décharge. D'accord? Donc, si vous regardez ici, donc vous avez c'est Tesla qui a essayé de fabriquer ce genre comment dirais-je, de générateur à tension alternative pour pouvoir créer ces tensions-là dans l'intérêt de tester les équipements qui sont destinés au fonctionnement en tension alternative. D'accord? Donc, vous avez ce système-là qui vous permet, bien sûr, d'avoir des tensions assez élevées de l'ordre de kilovolts. Et là, bien sûr, vous pouvez avoir, vous
pouvez obtenir des tensions désirées de plusieurs ordres de grandeur qui sont supérieures à la tension de sortie US, dont on voit, où on fait recours au circuit résonant serré ou bien en parallèle. Là, vous avez les deux circuits qui sont généralement en parallèle. D'accord? Parce que là, vous voyez, on ajoute une inductance en série sur le secondaire parce qu'on multiplie la tension par un facteur à peu près égal à son facteur de qualité par rapport à l'inductance qui est là. D'accord? Et généralement, ces circuits-là résonants, on peut par exemple, ils sont préconisés aussi pour par exemple des tests des câbles électriques, d'accord, dans des laboratoires d'essais qui sont assez costauds. Par exemple, Suedi électrique, il a le laboratoire d'essais des câbles qui sont à base de circuits résonants, d'accord, donc pour pouvoir mesurer bien sûr tester les différents équipements, d'accord, donc et l'avantage c'est quoi en réalité, c'est que le courant à ce niveau-là, d'accord, et il diminue. C'est-à-dire on teste avec des valeurs de courant qui sont très très faibles, parce que ici, l'objet d'essai, qui est lui-même alimenté par il est lui-même alimenté par une inductance en résonance, d'accord, avec lui, parce que l'objet d'essai, il vient où? Il vient à ce niveau-là, d'accord. Donc, il a une fréquence qui est bien définie, d'accord. Un facteur de réduction de courant qui peut être, si je ne me trompe pas, de l'ordre de 5 à 200 fois plus faible que le courant du circuit initial, d'accord. Il a l'avantage d'avoir des circuits résonants. Généralement, ils ont l'avantage d'avoir des tensions de sortie qui sont très stables, d'accord. On peut avoir des prises intermédiaires de tension, donc on peut régler la valeur qu'on veut. Ils sont aussi raccordés directement à la tension du réseau. Et leur système, il est généralement fixe. D'accord. Donc, dans ce cadre-là, quand on a un circuit résonant qui est parallèle, donc dans ce cas, il nécessite un transformateur qui laisse passer un courant beaucoup plus petit. D'accord. Donc là, on est obligé d'avoir des courants très faibles. Mais du point de vue constitution, il nécessite un nombre, normalement un nombre de spires au niveau du secondaire qui est assez élevé. D'accord. Ça veut dire le nombre de spires du transformateur d'essai, il est assez élevé à la sortie. D'accord. Donc, et l'isolation, généralement, dans ce cadre-là, elle doit être très importante. D'accord. C'est pour ça, chaque générateur qui va être fabriqué, il nécessite une étude technico-économique qui est assez costaud. D'accord. Parce que, et là, pour cela, je pense que les tensions, même d'utilisation, ils sont limitées pour ce genre de générateur, à peu près à 400 kV. D'accord. Donc, par exemple, ça c'est pour ceux qui sont à circuit résonant. Mais ici, pour ce générateur de Tesla, si vous voyez, vous avez deux bobines concentriques ici. D'accord. Généralement, qui sont couplées et, et accordées généralement. Et donc, ce générateur, il est alimenté par un circuit oscillant, d'accord, pour pouvoir délivrer une tension, pour générer plutôt une tension qui est assez élevée. Et là, on peut dire que c'est une tension à haute fréquence, d'accord, parce que vous avez les deux circuits oscillants qui sont à ce niveau-là, d'accord. Donc, regardez, vous avez R1 et vous avez R2. Généralement, qu'est-ce qu'on appelle dans ce cadre-là R1, R2? Généralement, c'est des résistances de perte primaire et secondaire. Perte par rapport à quoi? Par rapport au condensateur, la résistance et l'éclateur, et au secondaire par rapport à R2 et C2. D'accord. Les condensateurs C1 et C2, c'est des capacités de décharge et charge, normalement respectivement. D'accord. Et L1, L2, c'est des inductances mutuelles. D'accord.
donc, qui agissent l'une sur l'autre. Eux, vous avez un certain facteur de couplage en réalité, dans ce cadre-là, entre le primaire et le secondaire. D'accord. Et vous avez aussi l'éclateur qui est à soufflage d'air comprimé, parce que vous avez la turbine de soufflage d'arc. Donc, on comprime l'air et on le souffle pour pouvoir faire arriver, bien sûr, comment dirais-je, l'énergie ou bien le courant au niveau du circuit oscillant numéro 2 qui est là. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Tesla? À travers ce circuit, il a obtenu une tension qui est doublée à la sortie. Donc, il a pu bénéficier d'une double élévation de la tension. D'accord. Aussi, qu'est-ce qu'il a fait Tesla, d'une part, il a, euh, comme le nombre de spires, il n'est pas égal. Si par exemple, du point de vue primaire et secondaire, donc il a un rapport de transformateur qui est lié, généralement dans ce cadre-là, à ce qu'on appelle l'inégalité, d'accord. L'inégalité du nombre de spires au primaire et au secondaire, d'accord. Aussi, il a un coefficient de surtension qui caractérise un circuit qui est réglé à résonance, d'accord. Donc, il a un certain niveau bien défini. Donc, ce transformateur est élevateur de tension et il peut travailler à la fréquence industrielle 50 ou 60 R à travers ces Hertz à travers ce qu'on appelle des condensateurs, d'accord, qui se chargent, d'accord, et bien sûr avec une distance d'éclatement qui est liée par rapport à l'éclateur ici, ok, et les circuits résonants par lesquels il est fabriqué, d'accord. Donc, la bobine secondaire du transformateur de Tesla, elle est placée d'une façon, regardez, verticale, d'accord. Et bien sûr, euh, l'efficacité, bien sûr, de ce générateur réside, bien sûr, à la valeur obtenue à la sortie du générateur, d'accord, donc par rapport au secondaire, donc les tensions au sommet des bobines secondaires, et bien sûr qui peuvent atteindre facilement des centaines de milliers, donc voire, si ce n'est pas des millions de volts à haute fréquence, et bien sûr à des courants qui sont assez faibles. D'accord. Donc, et qu'est-ce que vous avez là? Si vous avez remarqué, vous avez une photo ici. D'accord. Si vous arrivez à la voir, vous avez regardé les décharges. Les décharges, la longueur de l'étincelle au niveau de ce générateur, elle peut atteindre, elle peut dépasser 1 mètre et peut devenir spectaculaire. Regardez, on voit les décharges, comment ils sont. D'accord. Même si vous cherchez dans la littérature, vous allez trouver plusieurs générateurs de Tesla ou bien sûr comment dirais-je, les décharges, elles sont spectaculaires et vraiment, c'est vraiment beau à voir. D'accord. Donc, on va passer maintenant à un autre générateur. Regardez, c'est le générateur de Remkov qui est basé sur ce qu'on appelle la bobine de Remkov. D'accord. Donc, il a utilisé ce générateur-là, bien sûr, toujours dans le but de euh, avoir à la sortie des tensions générées qui sont assez importantes. D'accord. Donc, aussi, il travaille avec un circuit oscillant. D'accord, à ce niveau-là. Donc, voilà, vous avez une capacité ici. D'accord. Donc, qui travaille. Donc, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un électroaimant. Vous avez la capacité de protection des contacts. Donc, automatiquement, vous avez une mise à la terre au niveau du transformateur de tension. Là, vous avez une lame à ressort et donc le contact, il est là. D'accord. Donc, et qu'est-ce qu'il fait? Il utilise généralement ce générateur des surtensions générées par la coupure d'un circuit inductif. Donc voilà, vous avez un circuit inductif ici à base de bobine, d'accord. Et là, vous avez une lame à ressort, donc il y a une génération automatiquement d'une force électromagnétique à ce niveau-là, donc qui peut régler la distance ici par rapport au ressort qui se trouve là et l'interrupteur, de telle manière à
ouvrir avec la charge du condensateur qui se charge, il livre ici. Donc, vous avez une certaine énergie qui est bien générée. Donc, et à base de ça, elle peut faire déplacer, bien sûr, cette lame à ressort, d'accord, qui agit sur le télérupteur, le rupteur ici, et provoquer la rupture de votre circuit qui est inductif. Bien sûr, à la sortie, vous avez une tension qui est ici, bien sûr, qui passe, toute cette énergie, elle va passer au secondaire du transformateur, qu'on va récupérer à la sortie ici, et qui est une tension assez élevée. D'accord. Donc, il y a plusieurs, moi, je vous cache pas, j'ai essayé de limiter, parce que si on voit l'historique des différents générateurs qui peuvent donner, générer ce genre de tension, vous allez voir qu'il y a plusieurs, et même du point de vue principe de fonctionnement, je vous ai donné juste un peu l'essentiel, parce que l'essentiel, on saura juste comment il fonctionne pour pouvoir générer ces tensions assez élevées, que ce soit en continu, en onde de choc ou bien en alternative, pour pouvoir simuler les cas réels et trouver des solutions, tester les équipements et trouver des solutions, bien sûr, au niveau des différents, pour les différents problèmes, bien sûr, qui résident au niveau des sites industriels. Parce que du point de vue, le problème au niveau de ces sites-là, c'est que les niveaux de tension sont élevés, l'opérateur il ne peut pas euh, agir comme ça d'une façon anarchique au niveau de ces sites parce que c'est dangereux. Donc qu'est-ce qu'on fait? On essaye de trouver le moyen à travers des laboratoires d'essai pour pouvoir bien sûr tester ces équipements et les utiliser d'une façon correcte, pardon, euh, au niveau industriel. D'accord. Et étant donné, généralement, au niveau de l'engineering, il doit y avoir des ingénieurs qui maîtrisent ce genre d'équipement, d'accord, et que ce soit du point de vue maintenance, utilisation, maintenance et industrielle, de telle manière à trouver des solutions réelles, des solutions, pardon, à des problèmes réels. Est-ce que c'est clair jusque-là? Oui, oui, madame. D'accord. Donc, c'est à titre d'information qu'il faut savoir qu'il y a des sources, autrement les sources que vous avez l'habitude avec lesquelles vous avez l'habitude de travailler, qui sont bien sûr destinées pour le- les niveaux de tension assez élevés qui dépassent le 1 kV pour pouvoir tester tous les équipements. Parce qu'en BT, ça ne cause pas de problème, vous savez, il y a des laboratoires là où vous faites des mesures, des essais, etc. Mais en HTMT, les laboratoires d'essai sont obligatoires et ils vous permettent de simuler même les cas réels, etc. Je vous dis que, par exemple, si je vous donne juste cet exemple afin de finaliser. Donc, qu'est-ce que vous avez, par exemple, au Canada? Vous savez qu'au Canada, on a presque une durée qui est assez longue, où vous avez que de la neige. D'accord. Donc, ça prend pardon, des mois et des mois. Donc, tous les équipements électriques, tels que par exemple l'isolateurs, les transformateurs qui sont sur les poteaux, les lignes électriques et tout, ils sont euh, exposés à ces contraintes atmosphériques, d'accord, donc qui peuvent nuire à leur fonctionnement réel. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'ils font pour pouvoir trouver le moyen de les protéger et d'assurer la continuité de service? Donc, ils sont obligés de simuler les conditions atmosphériques dans des laboratoires. Donc, ils ont des laboratoires où ils simulent la pluie et la neige à l'intérieur du laboratoire, tout en ayant, pour tester ces équipements-là, et bien sûr se retrouver dans les conditions réelles et pouvoir les dimensionner de telle manière à ce qu'ils supportent, bien sûr, ce genre de contraintes. D'accord. Donc, on ne peut pas. Est-ce qu'il y a des coupures? Si, sinon, il y aura des coupures journalières. Est-ce que c'est bon pour les citoyens? Ils risquent de mourir de froid. C'est vrai ou non? Est-ce que Oui, c'est vrai? D'accord. Donc, on doit trouver les moyens comment Oui, madame. fabriquer ces équipements et ils doivent supporter ces conditions atmosphériques qui sont vraiment nuisibles. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est grâce à ces laboratoires d'essai, avec ces différents types de générateurs,
qu'ils peuvent simuler les conditions réelles. D'accord? Donc, et là, moi j'ai assisté à des conférences là où ils nous ont fait visiter des laboratoires d'essai. Il faut voir, c'est des laboratoires immenses. Par exemple, en Chine, si vous rentrez dans leur laboratoire, vous allez être vraiment étonné de la dimension des laboratoires qui peuvent simuler toutes les conditions atmosphériques. Chaque laboratoire est destiné pour un type d'essai. D'accord? Et c'est pour ça qu'ils ont des solutions presque à tous les problèmes là. D'accord? On ne dit pas qu'il n'y a pas d'incident, il n'y a rien, mais ils ont les moyens pour trouver des solutions. D'accord? Donc, même ici, nous, ici en Algérie, à travers le réseau, etc., par exemple, si vous prenez la prochaine fois, Inch'Allah, quand on fait les câbles, je vais vous montrer des essais que j'ai fait moi-même avec des étudiants pendant le projet. Et là, vous allez voir au laboratoire comment ils placent le câble, comment ils le testent, et bien sûr, et voir à peu près les paramètres électriques pour voir est-ce que le câble il est en défaut ou non. Parce que même quand il est fabriqué, il y a des étapes au moment de la fabrication qui peuvent être fabriquées, c'est-à-dire pendant la fabrication. Mais on a d'autres qu'on n'arrive pas à les contrôler quand on termine la fabrication du câble, qui par exemple qui a une longueur qui est assez importante parce que c'est des tours qui sont demandés au niveau industriel. Donc ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Ils les font passer dans le laboratoire d'essai et c'est là où ils testent. Des fois, il y a des défauts là, ils ne peuvent pas les détecter au moment de la fabrication. Et ça leur cause beaucoup de pertes, malheureusement. D'accord? C'est vrai qu'on va parler après quand on fait notre cours. Ils ont trouvé quand même, ils ont trouvé la solution. Mais il y a d'autres paramètres, d'autres problèmes là où ils n'ont pas trouvé la solution. D'accord? Donc, quand ils testent, imagine, ils trouvent le défaut. Et le défaut, il se trouve au milieu du câble. Imagine la perte qu'ils ont. Surtout, c'est des câbles qui sont destinés à des niveaux de tension élevés, 220 kV, 400 kV. Quand même, c'est des câbles qui sont très chers. D'accord? Donc là, ils sont obligés de couper. Donc, s'ils coupent, par exemple, si c'est par exemple pratiquement au milieu, s'ils ont une autre demande d'un autre client qui demande, par exemple, la longueur, une longueur qui est similaire à la longueur là où ils ont coupé. Par exemple, si c'est un câble, je ne sais pas, qui a par exemple, je ne sais pas moi combien, 1 km, 2 km par exemple, et je coupe par exemple à 500 mètres. Donc j'ai déjà un câble de dimension de longueur 500 mètres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de câble de 500 mètres? Là, peut-être ils peuvent le vendre. Mais sinon, c'est une perte. D'accord? Il est considéré comme un déchet. Vrai ou non? Et là, ça coûte très cher. 1 mètre de câble, ça coûte très cher. OK? Donc, c'est pour ça que la nécessité d'avoir des laboratoires d'essai avec des générateurs pareils pour simuler tout type d'onde, que ce soit alternative, continue ou de choc, pour pouvoir remédier à tous les défauts, il est important, c'est nécessaire, c'est obligatoire. C'est clair? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, c'est clair, madame. Oui, madame. D'accord? Donc, sur cela, je vais terminer mon cours. OK? Inch'Allah, on se verra la prochaine fois pour un nouveau chapitre. OK?